Bonjour à tous, bienvenue dans Du Stade à l'Emploi, votre émission dans laquelle on s'intéresse au dessous du sport. Et aujourd'hui, on s'intéresse au sport professionnel. Alors déjà, qu'est-ce que le sport professionnel? Un terme que l'on entend souvent, mais dont on ne connaît pas forcément la signification précise, ainsi que toutes les implications juridiques, légales, fiscales, mais aussi les conséquences sur les sportifs. Avec nous, pour en parler sur notre plateau, nous avons Isaline Sager-Weider. Bonjour. Bonjour Isaline. Isaline, vous êtes volleyeuse professionnelle. On va en reparler évidemment, en quoi ça consiste d'être volleyeuse professionnelle et qu'est-ce que ça vous donne peut-être comme avantage et puis aussi les limites que ça peut avoir d'être une sportive de haut niveau. À vos côtés, il y a également Luc Tardif. Luc, bonjour. Alors vous avez une carrière bien remplie puisque vous avez été sportif. Et puis, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, puisque actuellement, vous êtes président de la Fédération française de hockey sur glace. Et vous êtes quasiment normand d'adoption, si je ne m'abuse. Avec nous, en plateau, il y a également Bernard Amsalem. Bonjour Bernard, pardon. Vous êtes vice-président délégué en charge du haut niveau au sein du CNOSF. Et enfin, pour représenter le ministère des Sports, nous avons avec nous Skander Kara. Vous êtes conseiller donc, au sein du ministère des Sports. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vais démarrer tout de suite avec voir comment on s'accorde sur cette définition du sport professionnel en me renseignant justement sur le site du ministère des Sports, une définition qui date de 2013, donc il y a quand même quelques années. A priori, même le ministère des Sports a du mal à le définir puisqu'il est écrit « Il n'est pas toujours aisé de donner une définition, un contenu, un périmètre précis, deux approches peuvent être identifiées. » Et dans ces deux approches, quand on lit, le texte est très long, je vous épargne ça, et bien quand on lit, on comprend qu'il y a encore des ramifications un peu différentes. Comment on pourrait expliquer très simplement le sport professionnel ? Eh bien, tout à fait, vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs approches pour définir le sport professionnel. Il y a une approche qui est plutôt restrictive, où on considère le sport professionnel comme l'activité qui est encadrée par une ligue professionnelle. Aujourd'hui, on a 6 ligues professionnelles constituées de manière autonome vis-à-vis d'une fédération sportive qui correspondent finalement au sport collectif majeur, qui ont un développement économique et une structuration, une professionnalisation importante. Là, vous pensez à... Donc le football, le rugby, le basket, le hand, le volley, auquel on ajoute aussi le cyclisme qui a créé sa ligue professionnelle il y a quelques années. Et donc on est sur une définition plutôt stricte qu'on a reprise effectivement dans le cadre de la grande conférence sur le sport professionnel, auquel on a ajouté quand même le hockey sur glace, puisqu'on considérait que ça faisait partie des sports collectifs qui se structuraient, qui se professionnalisaient avec un certain nombre de joueurs en contrat de travail dans les clubs de hockey sur glace. Donc on a cette première définition avec à la fois un secteur économique qui se développe, avec un statut des joueurs au sein de ces disciplines qui est mature, et donc ça permet, à la fois sur les critères économiques et sportifs, de définir cette première approche du sport professionnel. Et puis on a une deuxième approche qui est plus ouverte, qui permet, à côté de ces sports collectifs, d'y intégrer aussi les disciplines de sport individuel, où on retrouve des sportifs qui ont le statut de professionnel puisqu'ils traversent tout le monde pour exercer leur métier, pour aller sur des compétitions internationales et ils touchent des revenus conséquents dans ce cadre-là. Et donc on pense aux sports individuels tels que l'athlétisme, tels que le tennis, le golf, etc. Et c'est notamment le sens de la commission du sport pro du comité olympique qui a intégré dans sa commission, au-delà des sports collectifs, ces sports individuels qui se sont professionnalisés, à la fois du point de vue des statuts des sportifs, mais aussi dans l'organisation de grands événements internationaux. Donc on a ces deux approches qui paraissent complémentaires et qui nous permettent d'avoir des passerelles entre ces différentes disciplines et de porter des discours, des projets communs en faveur du sport professionnel français. Vous avez parlé quand même, simplement si on revient sur cette notion de ligue, si on devait faire un parallèle, ce serait une équivalence comme par exemple aux US, où on a cette Major League et la NHL ou la NFL, etc., qui sont des ligues très puissantes. Finalement, c'est sur ce modèle-là aussi? Alors c'est un peu différent du modèle américain. Dans le modèle sportif français, on reste sur un schéma de modèle ouvert, avec une montée-descente, un système pyramidal. Et donc la logique des ligues professionnelles, c'est plutôt de se dire qu'on est suffisamment mature, on a un modèle économique à créer à côté de la fédération sportive, et donc c'est la fédération qui décide de créer une ligue professionnelle autonome pour qu'elle puisse gérer un certain nombre d'activités économiques, qu'elle puisse mettre en place des règlements particuliers. Il y a la question des droits TV quand on prend le football professionnel, qui permet aussi d'avoir la main sur cette question-là. Donc voilà, c'est une logique d'autonomie, de professionnalisation d'un secteur. On a 6 disciplines aujourd'hui qui y sont,
Il y avait le cas de l'athlétisme qui est un peu particulier. Il y a le hockey sur glace aussi qui va y arriver progressivement, je pense, dans une logique de développement économique et de structuration de la discipline. Donc on s'éloigne quand même du modèle américain et de cette logique de ligue fermée, autonome. Très business, très branché économie. Bernard, je me tourne vers vous, puisque Skander a parlé de l'athlétisme. Hein, vous avez été quand même à sa tête durant plusieurs années. Par rapport à ça, justement, au sport, à la définition du sport professionnel au sein de l'athlé, comment vous le définiriez? Alors nous, si nous avons créé une ligue professionnelle, donc, et c'était la première ligue à l'époque créée pour un sport individuel, c'est tout simplement parce que nous avions affaire à des athlètes de haut niveau. Alors certains gagnent effectivement leur vie au travers de meetings, mais ça dépend des disciplines. C'est sûr que un sprinter, un perchiste, forcément, plus de possibilités, mais un lanceur etc., ou un coureur de fond long, marathonien ou marcheur, c'est plus compliqué. Donc nous avons créé une ligue pour sécuriser nos athlètes, pour leur donner un statut en quelque sorte, donc avec un salaire, avec une couverture sociale, et ce qui leur a permis finalement de pouvoir programmer leur parcours de performance de manière plus facile pour eux, plutôt que de courir après l'argent, après les soutiens, les sponsors, etc., etc. Et du coup, bon, nous l'avons créée il y a maintenant quelques années et elle continue à se développer. Donc, mais elle dépend de la fédération. C'est une commission en quelque sorte de la fédération. Et pourquoi certains athlètes vont être pris en charge, enfin sous l'aile de la ligue, et d'autres non? Comment c'est déterminé? En fait, ça c'est le niveau, hein, c'est une question de niveau. Alors, on a des critères, hein, il faut être médaillé ou finaliste dans certaines compétitions internationales, et vous avez un contrat de 2 ans automatiquement à la saison qui suit, qui vous permet donc pendant 2 ans d'être professionnel. Ce contrat peut être renouvelé régulièrement si, évidemment, vous répondez aux exigences de la fédération. D'accord. Ok. Luc, je me tourne vers vous, puisque Skander parlait aussi de la professionnalisation, en tout cas cette création par rapport au hockey sur glace. Où vous en êtes dans ce projet-là? Comment vous les accompagnez? Parce qu'en France, le championnat masculin est pro, le championnat féminin ne l'est pas encore en hockey sur glace, même si vous avez un plan de féminisation qui a été lancé il y a quelques années déjà. Vous êtes bien au courant. Donc oui, ce qu'il faut savoir, juste pour reprendre un peu l'historique, il y a eu une ligue professionnelle en France dans les années de 98-99 et c'était vraiment une catastrophe. Et on a reconstruit une ligue. La fédération a pris les choses en main. Création de la fédération autonome en 2006. Oui, la séparation avec les sports blancs. Hein. Voilà, là on a commencé vraiment à construire avec la mise en place d'une commission de contrôle parce qu'il y avait pas beaucoup de sérieux dans la gestion financière. On a mis en place une commission de contrôle, on a mis en place un salary cap, un cap salarial, pour employer le mot français. On était une des premières ligues à le faire, des ligues. On va revenir après sur le terme de ligue. Donc, géré par la fédération. Mais l'objectif est de faire en sorte de professionnaliser, je veux dire, les clubs et les joueurs. À l'heure actuelle, les joueurs sont professionnels. Ils ont des contrats fédéraux, abonnés du forme, etc. Et maintenant, on pousse les clubs à avoir une structure professionnelle alentour des équipes, c'est-à-dire un staff administratif, de préparation physique, un general manager. Je veux dire, avant, on dépensait des sous sur les joueurs et on ne structurait pas. Donc maintenant, on les a mis dans une espèce de modèle, de cadre. Donc, on essaie de ne pas brusquer les choses, mais maintenant, il commence à y avoir des investisseurs et à court terme ou plus tard, à moyen terme, la Ligue deviendra professionnelle. Et là, à ce moment-là, la fédération va s'effacer un peu au point de vue gestion administrative, etc. Donc, c'est un peu l'objectif. Mais on peut dire, à l'heure actuelle, c'est le côté cocasse de notre statut, c'est qu'on a des joueurs professionnels. Je crois que le niveau de gestion de la Ligue est assez professionnel, mais on n'a pas le label, si on veut dire. Mais ce n'est pas ce qui nous dérange. Je pense que les choses vont venir et on est content de l'évolution des choses. Hein. Alors, je garde quand même une question pour vous parce que Luc, on a rencontré, en tout cas lors des derniers championnats du monde, un problème typiquement français aussi, puisque les joueurs de l'équipe de France ne sont pas venus forcément jouer parce qu'ils jouaient dans les championnats étrangers. On va y revenir. Simplement, avant cela, je voudrais me tourner vers vous, Isaline, puisque vous êtes donc volleyeuse professionnelle. Hein, c'est ce que vous nous disiez en off quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie.
volleyeuse Je professionnelle. suis volleyeuse Et professionnelle. qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de ça? Je suis à nouveau volleyeuse professionnelle. Alors nous, ça fonctionne un petit peu différemment. On est régi par la Ligue nationale de volleyball. Dans la Ligue nationale de volleyball, il y a la Ligue A féminine, la Ligue A masculine et la Ligue B masculine. Donc en fait, chaque club ou association fonctionne avec tout un tas de règles imposées par la Ligue nationale. Mais nous ne sommes pas du tout dépendants, en tant que joueuse professionnelle, je parle pour les féminines, nous ne sommes pas du tout rattachés à la fédération. Nous allons à l'intersaison avec l'équipe nationale, nous sommes rattachés à la fédération, mais nous n'avons pas de contrat avec la fédération. Okay. Nous sommes rattachés à notre club. C'est notre club l'employeur. Et ce qui est un petit peu particulier pour nous, c'est que la plupart du temps, alors évidemment, certains clubs proposent des contrats de 2-3 ans, mais il y en a très peu. Donc on a souvent des CDD de 10 mois et demi. Ouais. Donc ça reste quand même quelque chose, voilà, le temps d'une saison, donc ça reste quelque chose d'un petit peu précaire. Ouais. Donc on a du mal à se projeter sur plusieurs saisons. Tout ça, ce n'est pas le cas de tous les clubs, ça dépend réellement du budget. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas en faire une généralité. Mais la majeure partie des clubs, quand même, on propose des contrats de 10 mois et demi. Hein. Donc ça reste... On est professionnels, on est contente de vivre de notre passion, mais c'est difficile de se projeter sur le long terme. Ok, c'était ma question suivante, puisque vous dites « je vis de ma passion ». Vous en vivez correctement, en tout cas, vous n'avez pas besoin forcément d'aller chercher un petit boulot à côté, etc. Ce qui peut être le cas de certains autres athlètes, même des athlètes de haut niveau. Je pense à un Brice Leverdez, qui lui a carrément dû faire une cagnotte en ligne pour pouvoir se faire financer pour aller aux Jeux de Rio. Donc c'est quand même des cas qui sont assez extrêmes. Non, je pense que dans la plupart des sports collectifs populaires, on va dire, on s'en sort correctement. Alors évidemment, ça ne va pas nous permettre de passer notre retraite les 30 dernières années sur une île déserte, mais sur le court terme en tout cas, et durant les saisons, on vit correctement, oui. Alors, je me tourne vers vous, Luc. Vous le savez, on parle aussi beaucoup de la fuite de nos sportifs qui vont à l'étranger, qui vont jouer dans d'autres clubs, qui parfois ne peuvent pas revenir pour représenter la France. Là, les sports d'hiver ont commencé. Je pense notamment, moi j'ai en tête Estelle Alphand, qui est quand même la fille de Luc Alphand, qui est quand même un grand champion de ski, qui elle skie pour les pays scandinaves, qui skie pour la Suède. Enfin, il y a des trucs qui sont, pour le grand public, un peu compliqués à comprendre. Et surtout qu'en hockey, l'enjeu il était majeur, puisque du coup on n'est plus au top du top. Tout à fait, mais dans un sens, on est très content parce que c'est un indicateur de la formation à la française quand ils sont recrutés dans les grands clubs. On forme bien. Mais il y a un risque qu'on ne les ait pas. Donc, quand on vient, parce qu'ils ont des contrats professionnels et lors des championnats du monde, la Ligue nationale continue. Bien sûr. Donc, on prie pour qu'ils aient beaucoup de succès, mais pas trop. Donc, pour qu'ils soient présents. Et là, on ne sait jamais, c'est pas facile au niveau d'organisation. On a eu les championnats du monde ici à Paris, on avait tous nos joueurs. Mais je pense que le basket connaît ça depuis longtemps. Ah bah oui, on se souvient même donc, moi, j'estime que c'est des bons problèmes à régler. Je veux dire, à partir du moment où nos joueurs prennent de l'expérience, vont dans les grands clubs, dans les grands championnats et reviennent avec leur expérience, etc. Et surtout, ça fait un espèce d'appel d'air. Les jeunes disent, on peut aller faire jouer une formation et jouer en Ligue nationale et signer des contrats. Il faut l'accepter. Parfois, ça ne nous arrange pas. Mais là, on a une ligue professionnelle. D'ailleurs, on discute à l'heure actuelle sur la prochaine participation des joueurs professionnels aux Jeux de Pékin. Donc, il y a une grosse négociation entre la Fédération internationale, le CIO et la Ligue nationale, parce que là, ils arrêtent normalement leur championnat en plein cœur de championnat au mois de février. Je ne vous explique pas les enjeux financiers et les tractations. Mais comme tout le monde veut que les meilleurs joueurs participent, on n'y est pas arrivé à Pyeongchang et on espère d'y arriver. On a mieux négocié en tout cas. Oui, on espère d'y arriver. Et surtout, on espère d'avoir nos joueurs pour la qualification olympique. Parce que bien sûr. Quand on ne les a pas, ça c'est vraiment un handicap. Hein. Ça devient compliqué. Skander, je me tourne vers vous parce qu'on attend aussi peut-être des décisions ministérielles, en tout cas de l'État français que vous représentez, par rapport à ça, à cette fuite aussi des joueurs vers l'étranger. Alors, tel que le soulignait Luc, ça peut avoir ses avantages, ça a quand même ses limites, parce que ça a des conséquences sur nos performances. Donc effectivement, l'objectif pour le gouvernement, c'est de pouvoir défendre un modèle sportif européen, un modèle sportif français, qui permette de
préserver, de conserver un certain nombre de principes, le principe de formation, le principe de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel, un principe de championnat entre équipes nationales qui doit être préservé. Et donc l'objectif des prochains mois, et la ministre des Sports en a discuté la semaine dernière avec ses homologues des autres États européens, pour dire de quelle façon on peut avancer. Il y a la notion de spécificité du sport qui existe dans le traité de l'Union européenne aujourd'hui. Oui. Comment on peut lui donner du contenu pour défendre notre modèle, nos équipes nationales, et qu'effectivement, il n'y ait pas les équipes de hockey, les équipes de basket qui soient en difficulté et qu'ils puissent jouer sur des compétitions majeures avec la 3e, 4e équipe, comme ça a été le cas au basket, avec des ligues fermées, des ligues commerciales qui se développent en parallèle de notre modèle classique pyramidal auquel on tient beaucoup. Donc on a une étude du Centre de droit et d'économie du sport qui a été rendue ces derniers jours sur ce sujet-là. Et l'objectif maintenant, c'est de pouvoir porter ce message au plan politique et de mettre en place une stratégie pour l'année 2020 et essayer de défendre un certain nombre de principes qui nous sont chers, dont celui des équipes nationales et des joueurs nationaux. Alors, on connaît aussi la fiscalité française qui peut éventuellement avoir un impact sur l'envie des joueurs de rester sur le sol français, aussi bien en termes de contrats avec les clubs, puis même sur les salaires, les impôts, etc. etc. Là, qu'est-ce que vous envisagez de faire aussi ? Alors peut-être juste avant, on a parlé de la définition du sport professionnel, mais il y a aussi la définition du sportif professionnel, qui peut être un peu différente. Alors, excusez-moi, c'est Blondin. Moi, j'ai beaucoup aimé la définition de Blondin, qui dit que le sportif, le professionnel est un homme qui fait du sport pour gagner de l'argent, et l'amateur est un homme à qui l'on donne de l'argent pour faire du sport. Voilà, tout à fait. Ça résume assez bien ce qu'on avait mis en place dans la loi de 2015, puisqu'on avait travaillé sur une loi concernant le statut des sportifs. Et on avait consacré dans le Code du sport un CDD spécifique, je pense que vous avez conclu ce type de contrat, pour les sportifs professionnels, dès lors qu'ils sont en lien de subordination avec leur club, dès lors qu'ils sont rémunérés, dès lors qu'on leur demande un certain nombre d'exigences, etc. Et donc ça a permis, de sécuriser les sportifs professionnels, mais aussi de pouvoir offrir un outil à toute cette zone grise, tous ces joueurs semi-professionnels qui pouvaient être rémunérés de différentes façons et qui ont aujourd'hui cet outil pour avoir un vrai statut, on parlait de protection sociale, et une vraie place en tant que professionnel du sport. Donc il y a eu cette démarche en 2015. Pour revenir à la question des charges sociales, ça a été aussi un enjeu majeur dans le cadre de la grande conférence sur le sport professionnel français de 2016. Et suite à cette conférence, on a travaillé sur une loi en 2017 qui a mis en place un contrat d'image entre le club et le sportif pour rémunérer sous forme de redevance, avec des cotisations sociales moins importantes que du salaire traditionnel, rémunérer l'exploitation commerciale de l'image qui est faite par les clubs professionnels. Et donc on a aujourd'hui un statut avec un contrat de travail, un contrat d'image, pour jouer à la fois sur les aspects de sécurisation, que ce soit du sport professionnel, mais même du sport semi-professionnel, pour faire venir le plus de monde vers le salariat, mais aussi vers la sécurisation et l'exploitation de l'image des joueurs, et qu'on puisse aussi donner un petit plus à notre jeune talent pour le garder en club en France plutôt qu'il parte à l'étranger. Donc on a voulu jouer sur ces deux volets-là ces dernières années pour travailler sur une meilleure régulation du sport professionnel, une meilleure sécurisation, mais aussi une meilleure compétitivité. Alors ça peut s'appliquer essentiellement aux sports collectifs les plus développés, le football, le rugby, mais je pense qu'il y a aussi la place pour ce dispositif dans des disciplines moins médiatisées, mais qui ont quand même de l'importance au plan local. Il y a une image des joueurs, des joueuses aussi, sur les territoires qu'on peut valoriser avec les partenaires, etc. Donc voilà, je ne suis pas plus long sur le dispositif qui est assez complexe, mais qui a permis de redéfinir le statut du sportif professionnel et de lui octroyer les garanties qu'il mérite. Il y a peut-être un dernier point qu'on évoquera après, qui est la question du dialogue social. Je crois beaucoup au dialogue social dans les disciplines qui ne sont pas le foot, le rugby, pour essayer d'aller chercher des avantages nouveaux pour les joueurs, pour les joueuses, et d'avoir un statut, vous parliez des contrats de 10 mois, pour essayer aussi, vis-à-vis des clubs employeurs, de défendre une certaine stabilité des contrats, une certaine position plus agréable dans son quotidien de joueur ou de joueuse professionnelle. Donc c'est aussi une clé pour la professionnalisation du sport professionnel, je le crois profondément. Isaline, ça pourrait être quoi justement ? Profitons-en, on est une sportive. Après, moi, je peux aussi comprendre la politique des clubs où c'est souvent les budgets sont très serrés, on ne sait pas trop quand est-ce que le budget public va tomber, les entreprises, les sponsors privés, ça va, ça vient. Combien ils mettent au pot finalement ? Voilà. Et donc je comprends aussi qu'eux souhaitent économiser sur l'intersaison et ne pas prendre également le risque d'avoir une joueuse qui part en équipe nationale et qui se blesse en équipe nationale. Et qui peut plus jouer. Et qui ne peut pas jouer alors que le contrat continue pour le club. Donc je comprends tout à fait la position des clubs aussi de pouvoir économiser en charges sociales aussi sur cette période d'intersaison.
Maintenant, vous, on est vraiment un en tant que petit peu- joueuse, voilà, en tant que joueuse, ça pourrait être quoi un avantage pour vous? au moins avoir des contrats de 12 mois. Après, peut-être ne pas avoir 2 ans ou 3 ans parce que c'est compliqué de se projeter aussi loin pour les clubs, mais au moins avoir des Vous pouvez contrats. imaginer des exceptions aussi dans les contrats, en cas de blessure de plus de X, de mobilisation d'X Oui, d'X mais mois, etc. l'avantage, Enfin, si on veut des contrats de 12 mois, c'est que s'il se passe quelque chose, on est quand même couvert. ah, mais après, on peut imaginer des systèmes avec les caisses de prévoyance, etc., comme pour les Après, voilà, salariés peut-être qu'il faudrait classiques. trouver un système pour que justement les clubs aient moins cette crainte Oui. de s'engager sur 12 mois ou 24 mois, mais qu'il puisse y avoir mais ça serait très compliqué au niveau du code du sport de gérer ça, que l'intersaison, il y ait moins de charges sociales, ou ça serait un peu utopique, je pense, de partir là-dessus. Mais c'est vrai que nous, en tant que joueuses, on préfère être protégées, en fait. Bien sûr. Parce que du coup, la crainte aussi, on a envie d'aller en équipe nationale. Oui. Tout le monde a envie, c'est la fierté, mais on y va, mais on a peur, un petit peu. On a peur de se blesser, parce que notre employeur, c'est le club. Oui, mais c'était ça que j'avais en tête aussi avec le basket. La Fédération française de basket s'est retrouvée confrontée à ça, notamment quand il y avait Tipeee, Dio, etc., qui ne sont pas revenus parce que les clubs ont dit non, si vous vous blessez, c'est terminé. Donc ils ne sont pas revenus à cause de ça. Et après, il y a le coût d'assurance. Oui, après, oui, bien sûr. Là, c'est impayable, en tout cas, enfin, impossible à payer pour nous. Bernard, je vous voyais réagir quand même suite moi, au je propos crois que d'Isabelle. la question de fond, le sujet est très complexe. Il y a des tas de situations différentes entre le foot, le rugby, le volley, le hockey sur glace. Les lois de 2015 et de 2017 ont été une évolution, mais elles ne sont pas allées au bout du système. Le système, pour qu'il soit parfait pour les sportifs de haut niveau, pour les accompagner de manière très optimisante sur leur parcours, c'est de créer un vrai statut de l'athlète de haut niveau. Il n'existe pas en France un vrai statut de l'athlète de haut niveau. Parce qu'on parle des professionnels, mais la plupart des 80% des athlètes de haut niveau ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas professionnels, voilà. Dans les sports olympiques, si je prends que les sports olympiques. Et aujourd'hui, quand on regarde, une étude récente montre que 4 sportifs sur 10 vivent avec 500 € par mois en moyenne. Ce qui est quand même scandaleux, enfin, entre nous. Hein. Mais voilà. Mais on en revient on leur demande, à on faire est des tellement cagnottes exigeant. pour aller à Rio, quoi. Enfin, Oui, mais on est tellement exigeant avec ces sportifs pour qu'ils aillent chercher des médailles dans les grands rendez-vous internationaux qu'il faudrait peut-être regarder. Le sport de haut niveau, c'est du spectacle. Bien sûr. C'est un spectacle sportif. Mais Ça rapporte de l'argent à beaucoup. Pourquoi on n'est pas aligné sur le spectacle culturel? Pourquoi on n'aligne pas notre système sur le spectacle culturel qui permet donc à des intermittents du spectacle d'avoir un statut, une couverture sociale, de pouvoir cotiser à la retraite, etc. Pourquoi on ne le fait pas pour les sportifs? En plus, la carrière d'un sportif de haut niveau, elle dure moins longtemps qu'un acteur ou un chanteur ou quelqu'un du théâtre. Et du coup, ça coûterait moins cher à la société. Moi, je milite depuis des années pour la création d'un statut. Je l'ai proposé dans un rapport que j'ai présenté récemment au Conseil économique et social pour la création d'un vrai statut de l'athlète de haut niveau et qui permet de régler tous ces problèmes parce qu'on voit bien que c'est fragile. Si on ne trouve pas les moyens, les sponsors, etc., la Ligue peut se casser la figure. Donc il faudrait un statut et mutualiser l'ensemble du système entre tous les sports, ce qui permettrait de faire une économie d'échelle très intéressante et d'optimiser un peu le système. Disons que ce n'est pas sécure pour les athlètes, tels que... Bien sûr, Luc. Rajouter, parce que à partir du moment où il y a une ligue, je veux dire... on vient en équipe de France, puis ensuite, on a un contrat avec son club. Mais nous, pour nos féminines, qui sont 10e mondiale, ils vont avoir 10 équipes aux Jeux olympiques, ils se battent, ils ne sont pas dans les ligues professionnelles. Il faut qu'ils vivent à côté. Donc nous, on a essayé de mettre en place vraiment pour les aider. Il y en a plusieurs pour l'épopée olympique, parce qu'on va se battre pour notre place et on y croit, qui sont exilés en Suède, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et si on ne fait pas attention, ils vont manger à peine pour aller jouer du haut niveau, ou ils sont dans un cursus universitaire dans lequel c'est bien, parce qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, on paye leurs études. Mais c'est quand ils arrivent au bout du cursus, et là, on n'a pas de solution de professionnel. Là, il faut que ce soit la fédération. Et c'est pour ça que le statut de sportif de haut niveau, il serait vraiment, en tout cas dans ce cas précis, il serait vraiment intéressant. Et Isaline, vous, cet après, justement, comment vous le gérez? Comment vous y pensez? Comment vous vous y préparez? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des études quand j'étais en contrat de formation. Donc, j'ai quand même un master et à la fois, je passe des diplômes d'entraîneur. Je suis très, très consciencieuse là-dessus. Donc, je vis ma passion à fond, mais j'avais décidé de ne pas la vivre
totalement à 200% tant que je n'avais pas au moins validé un diplôme universitaire. Ça ne veut pas dire que ça va automatiquement me donner un boulot, mais ça m'a un petit peu soulagée pour pouvoir vivre. Est-ce que ça vous a rassuré? Ça m'a rassurée, ça a surtout rassuré mes parents aussi. Oui. Et on sent aussi autour de ces sportifs, et quel que soit le sport, que l'entourage est important pour parfois ramener un peu les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Qui finance. Et de dire, bah oui, de dire on peut te soutenir ou pas. Les parents, les grands-parents, c'est souvent comme ça. Oui, bien sûr. Sur le statut du sportif de haut niveau, et si on sort un peu du sport professionnel classique, où il faut tendre vers le salariat, vers un contrat qui permette une couverture sociale la plus satisfaisante possible, sur le sport de haut niveau, on a quand même plusieurs volets d'un statut du sportif de haut niveau, puisqu'on a aujourd'hui un système de trimestre pour les retraites qui permet à des sportifs de haut niveau de capitaliser sur leur retraite en fonction du nombre de temps où ils ont été sur liste. Il y a la couverture accident du travail, maladie professionnelle qui a permis de prendre en compte tous ces sportifs qui n'ont pas d'autres statuts et d'autres protections et qui puissent bénéficier d'une prestation en espèces, en nature, de remboursement de soins, etc. pendant la carrière de sportif de haut niveau, qui était une mesure forte pour couvrir les sportifs de haut niveau en cas de blessure. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans la loi et qui permet de compléter la couverture sociale. Alors certes, on n'a pas le statut global, on a aussi un dispositif pour accompagner financièrement les sportifs de haut niveau. Il y a le dispositif des aides personnalisées, qui est quand même un financement État, que les DTN peuvent utiliser pour accompagner leurs sportifs sur différents volets, sur la performance, sur les aides sociales, etc. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'outils qui permettent, qui sont financés par l'État, qui permettent d'accompagner le sport de haut niveau. L'Agence nationale du sport, encore en un mot, avec sa cellule haute performance, va amplifier ce travail-là, notamment vis-à-vis de nos potentiels médaillables pour les Jeux, Tokyo, Pékin, puis Paris évidemment. Et donc on amplifie, et la ministre veut vraiment que les prochaines années soient consacrées aux sportifs et qu'ils puissent être au cœur de la politique ministérielle, la politique du mouvement sportif sur ces questions. Donc on n'en est pas à un statut au même titre que la culture, mais on a quand même des mesures fortes pour accompagner nos sportifs de haut niveau en France. Alors, bien sûr, je l'entends, et c'est vrai qu'à vous écouter, je rejoins peut-être un peu le parti de Bernard, parce qu'on a l'impression qu'il y a une accumulation de petits statuts, parce que d'un coup, on se rend compte que, ah mince, ça, il faudrait le changer, ça, il faudrait le modifier, mais il n'y a pas de statut global, et de penser finalement avec du recul et de la hauteur pour avoir une big picture, pour vraiment processer les choses et effectivement arriver à potentiellement des économies d'échelle. Mais voilà, ça se construit. Vous avez à la tête du ministère une ancienne sportive aussi. Simplement, imaginons, je suis sportive de haut niveau, je suis avec l'INSEP et pouf, je sors des listes parce que pas de performance, parce que tiens, grosse blessure. Il se passe quoi pour moi ? Je continue à être accompagné par la fédération. J'aime bien parce que j'ai vu la tête d'Isaline quand même qui fait... En fait, il y a eu un petit changement là. C'est vrai que ça a été. Je pense qu'ils ont un petit peu resserré le statut parce qu'il y avait même à l'époque des enfants de 16 ans en pôle-sport qui avaient le statut de haut niveau. Enfin, tout le monde l'avait. C'était un petit peu n'importe quoi. Mais là, du coup, on est un peu passé de l'autre côté de la barre. Moi, je suis tout de suite passée. Du coup, on m'a tout de suite mis en reconversion. Bon, ça me laisse un statut, mais je ne suis plus sportif de haut niveau, alors que j'ai une trentaine de sélections en équipe nationale et je crois tout a été resserré, il en fallait 50 ou 60. Donc je suis passée, mais au moins j'ai gardé un autre statut de reconversion. mais voilà, je comprends aussi que comme le statut était un petit peu donné à tout le monde, à tort et à travers, je comprends aussi qu'on focalise maintenant sur les potentiels médaillables aux Jeux. Mais du coup, quand on est dans des sports co de masse, c'est plus compliqué de faire valoir ce statut aussi. Bernard, ça oblige les fédérations à être plus sélectifs. C'est ça, oui. C'est ça. Et être plus équitable entre les garçons et les filles aussi. Parce que, en tout cas, je parle... En tout cas, chez vous, on envisage des choses c'est ce qu'il faut, il faut tendre vers là. Mais parce qu'en plus, elles jouent en mixte, les filles, jusqu'à un certain... Enfin, il y a une mixité qui se crée dans les équipes aussi. Oui, parce on a mis beaucoup de règlements, des licences bleues pour qu'ils puissent jouer avec les garçons, avec les filles, avec des équipes de ligue. On a changé les règlements. Les filles, ils peuvent jouer avec des garçons plus jeunes. Oui. Mais là, quand vient le temps de... Oui, où vraiment il y a une différence physique. Là, c'est plus possible. Hein. Non, mais il y a des différences physiques quand même. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. On n'est pas laissé... Il y a vraiment des personnes en charge, ou que ce soit de la reconversion ou de faire valoir le statut.
voilà, dans chaque fédération, il y a quand même des aides par rapport à ça, donc on n'est pas lâché dans la nature. Et encore une fois, une aide, ce n'est pas forcément rassurant quand je suis en train d'exercer mon sport. Oui. Enfin, je veux dire, je pense là, tiens, le biathlon reprend. Enfin, sincèrement, en dehors de Martin Fourcade, parce qu'effectivement, c'est un immense champion dans sa discipline. Maintenant, le nombre de biathlètes qui sont en train de galérer alors qu'ils sont bons dans leur discipline. Et là, effectivement, je vais me tourner vers Bernard et peut-être l'athlétisme, parce que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le sprinter ou le sauteur en hauteur. Bon, ça passe parce qu'on le connaît, parce qu'il y a une renommée, parce qu'il y a des sponsors qui s'intéressent à la discipline. Mais je veux dire, le lancer de marteau, le lancer de poids, je ne suis pas sûre que... On est seul. Alors, il y a certes les aides personnalisées, mais ce ne sont pas des salaires. C'est pour ça, parce que, imaginons, je suis lanceur de poids. Allez, je suis lanceuse de poids, chouette, et je sors de la liste ministérielle. Ah ben, c'est fini. Il cherche un boulot pour travailler et vivre, parce que c'est terminé, oui, bien sûr. Donc c'est quand même très violent dans le parcours. C'est très, très violent. Luc, je me suis, en farfouillant un petit peu sur Internet, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Sur LinkedIn, vous avez un profil où vous avez un vrai job de directeur commercial sur un grand groupe de construction. Je suis à la retraite depuis 1 an, mais... Mais vous avez encore un profil actif, sachez-le. Et ça m'a interpellée, je vous avoue, quand je l'ai vu, parce que je me suis dit, mais tiens, alors qu'il est président d'une fédération, enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. En 1980, dans les années 80, il me semble, vous entrez dans cette structure, dans cette entreprise, ce qui peut-être vous a permis aussi de vous rassurer, de vous assurer un peu des fonds pour vous permettre de vous développer dans votre discipline. Oui, mais depuis le début, moi, j'ai jamais voulu mettre mes œufs dans le même panier, avec pas mal de prudence. Mais je suis issu d'un parcours universitaire canadien. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux faire du haut niveau et continuer tes études, même les financer. Donc, avec des aménagements ça commence beaucoup en France, hein, mais on part de loin. Et donc, au Canada, aux États-Unis, c'est possible. Des fois, tu as des excès aussi. Hein, tu as des diplômes qui sont... mais en tout cas, le circuit universitaire, ça te permet de... Ensuite, j'ai joué professionnel. Donc, j'avais une base. Et quand est arrivé en 90, j'ai choisi d'arrêter. Je suis rentré naturellement comme ingénieur commercial dans cette entreprise où j'ai travaillé pendant 30 ans. Puis après, j'ai renoue avec ma passion. D'ailleurs, on utilise des choses... de l'entreprise, monsieur, du hockey ou du sport collectif dans ton entreprise et vice-versa aussi. Le contrôle de gestion, il ressemble à celui de... Donc, mais c'est possible. Ici, il y a encore beaucoup à faire. Je sais que tout le monde s'y attelle avec l'éducation nationale, mais ce n'est pas encore c'est quand même assez compliqué. probant. Ça reste la plupart, justement, on revient sur les clubs professionnels. La plupart proposent aux joueuses de tout faire par le CNED. Oui. Donc 80% des clubs... Ce qui n'est pas forcément une solution. Il faut de la volonté. Hein. Il faut beaucoup de volonté. Et après, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi des centres de formation qui ont été créés. Donc c'est un peu le statut avant de passer joueuse pro. Et donc là, c'est un vrai accord entre les parents, les joueurs, le club, l'université. Donc ça, c'est une phase qui est intéressante. Mais souvent, ça peut un petit peu reculer le démarrage de la vie pro. Ouais. Donc là, il faut faire un choix. Il faut être soit un petit peu patient. J'ai entendu ce que tu as dit à propos de la prudence. Souvent, quand on n'a pas de grandes vues sur un sport professionnel dans lequel tu vas assurer ton avenir, tu es prudent et donc, c'est pas une richesse qu'on a, mais ça fait en sorte que quand même, on est un petit peu plus préoccupé par la reconversion assez tôt. Donc, et puis, je pense aussi que c'est le problème, je pense qu'il y a dans le foot, c'est que quand on gagne beaucoup d'argent, beaucoup trop jeune, c'est impossible de se motiver pour aller à l'école. Non, mais clairement. Si à 18 ans, on a déjà un super salaire, un salaire de cadre, à quel moment on a envie de se lever pour aller à l'université ? Ou en tout cas de faire des cours du CNED, par exemple, de se donner la volonté après les entraînements, etc. Un environnement familial qui soutient, c'est compliqué. Alors que si on gagne un peu plus tard, bon, on est plus lucide. Bernard ? Oui, alors on est en train de réfléchir avec le ministère et avec l'agence du sport sur la création d'un guichet unique. L'idée du guichet unique, c'est d'accompagner les athlètes de haut niveau sur leur parcours de performance, de la détection
à la reconversion professionnelle. Donc ça, c'est plutôt une très bonne idée. Alors évidemment, on n'est qu'au début de la réflexion, mais ça permettrait de régler tous ces problèmes de formation avec l'éducation nationale, avec les écoles, l'université, etc., qui ne sont pas aujourd'hui réglés. Contrairement aux États-Unis, au Canada, aujourd'hui, c'est même pénalisant d'être athlète de haut niveau et faire des études supérieures, parfois, dans certaines universités. Il y a des grandes écoles qui aménagent les choses, mais pas toutes les grandes écoles. Donc là, ça permettrait véritablement d'accompagner les athlètes de haut niveau pour le futur. Et ça, c'est vraiment la solution, me semble-t-il, si on va au bout, évidemment, de cette réflexion, qui permettrait de mieux appréhender le problème de la carrière des athlètes de haut niveau. Et puis de les préparer, parce qu'encore une fois, j'ai 13, 14, 15 ans. Franchement, où je serai quand j'aurai 30 ans, enfin, je n'y pense pas forcément à 15 ans, quoi. Donc, il y a des ouvertures qui se font, parce que moi, j'ai vu, à partir du moment où tu demandes au club de se structurer, moi, j'ai vu création de la fédération en 2006. On a fait on pousse les clubs à dire qu'il faut un directeur administratif, un kiné, un Bien staff. sûr. Notre petite fédération, là, avec notre petite ligue professionnelle, je pense qu'on a dû créer pas loin de 180 emplois quand même, en poussant les clubs à se structurer. Donc, ce n'est pas des emplois de sportifs de haut niveau, mais d'encadrement de sportifs de haut niveau. Et bien souvent, tu as des athlètes, ils n'ont peut-être pas le niveau pour jouer en équipe de France, mais ça peut être ils ont des compétences, en tout cas, à formation. développer. Et ce qu'on disait avant, c'est les gars, vous continuez vos études, c'est pas avec le hockey que vous allez vivre. On essayait d'être assez directif. Je suis moins convaincu maintenant, parce que parfois, il y en a qui sortent des écoles puis ont du mal à trouver du boulot. Donc, si tu fais bien la formation, tu as des possibilités autres que jouer en équipe de France pour ta reconversion. C'est pour ça que j'ai entendu ce que tu disais, que tu faisais la formation d'entraîneur, etc. Donc, c'est exactement ce à quoi je pensais. Et là-dessus, la fédération aussi donne un coup de pouce et permet aussi de... Je pense, quand je me suis gravement blessé cette saison, le sélectionneur de l'équipe nationale m'a tout de suite proposé de venir en stage, de faire partie de l'encadrement. Il ne vous a pas isolé, en tout cas. Non, voilà. Donc, après, il faut être de bonne constitution aussi et montrer de l'envie et de la motivation. Et vous êtes dans un sport collectif. Si je repense encore une fois au cas du sportif individuel, c'est très, très compliqué. Quand je suis au sein d'une équipe, effectivement, ça peut m'aider. Iskander, vous voulez intervenir? Je parlais tout à l'heure des aides financières. En parlant des aides personnalisées, il y a aussi des aides fédérales, qui est l'objectif, c'est de pouvoir accompagner pendant la carrière le sportif et à pouvoir se préparer sereinement, participer aux compétitions. Mais il y a aussi cet enjeu du double projet qu'on évoquait. Et là aussi, il y a des dispositifs qui existent, alors qui ne sont pas suffisants, mais qui permettent, notamment à travers les conventions d'insertion professionnelle, qui datent depuis les années 80, les CIP. Dans l'administration. Tout à fait. Il y a les CAE dans l'administration, il y a un certain nombre de ministères. Oui, parce que le biathlon, oui, parce qu'ils sont tous reliés des armées, etc. Donc, on a des dispositifs qui permettent à la fois aux sportifs d'avoir un financement et aussi de préparer son après-carrière, sa reconversion. Et dans le même esprit, on a le pacte de performance qui a été créé en 2015, qui aujourd'hui est dans le giron de la Fondation du sport français, et qui va permettre de faire venir des entreprises pour signer des contrats d'image avec des sportifs, des contrats de mécénat, avec un avantage aussi pour l'entreprise qui peut s'y retrouver. Et donc, je crois que l'une des clés, c'est de pouvoir faire venir le plus d'entreprises au soutien des sportifs de haut niveau, avec la perspective des Jeux en France en 2024. Et c'est notamment lundi, on a une belle illustration avec le groupe BPCE qui a signé, dans le cadre du pacte de performance, 100 athlètes et para-athlètes pour les accompagner vers les Jeux, vers Paris 2024. Donc on a vraiment, à mon avis, une clé d'entrée importante avec les entreprises. Et c'est évidemment pas suffisant, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais c'est quand même des éléments à pousser. La théorie des petits pas, en tout cas, qui arrive. C'est une très bonne idée. C'était Braillard qui avait lancé ça, et le pacte de performance. Mais aujourd'hui, quand on fait le total du nombre de sportifs concernés, avec BPCE, donc qui vient d'annoncer 100, on est à 270 à peu près sportifs de haut niveau, encadrés, intégrés dans des entreprises. C'est bien pour les sportifs, mais il y a beaucoup plus de sportifs inscrits sur les listes de haut niveau. Il faut rajouter un zéro de plus quasiment pour couvrir tout le besoin. Non, il y a la question, tu as évoqué l'évolution des clubs, il y a la question aussi fondamentale, me semble-t-il, pour mieux organiser notre sport de haut niveau, c'est le modèle économique des clubs. Et là aussi, il y a une réflexion à mener par les fédérations, avec les fédérations, pour essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui, en fonction du territoire
du sport concerné. Et de la manière dont on est organisé sur le territoire, passer de la logique de clocher à une logique de projet sur des territoires intercommunaux. Il y a des clubs qui s'y sont mis, mais pas dans tous les sports encore, on le voit bien. Et donc quand on essaye de se grouper, de faire des groupements de clubs sur des territoires intercommunaux, ça permet de mutualiser et de professionnaliser. Et le modèle économique aujourd'hui, peut-être faudrait-il passer à un autre modèle. Bon, vous savez que je préconise depuis pas mal d'années la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Oui. Donc c'est l'économie sociale et solidaire, parce que ça permet en termes de gouvernance d'associer tous les partenaires, publics, privés, mais aussi les usagers, mais aussi les salariés, etc. Et du coup, ça permet d'avoir autour de la table l'ensemble des acteurs du sport, et ça permet finalement de mieux gérer en quelque sorte le devenir et la vie du club. Donc il y a des clubs qui commencent à s'y mettre. Il y a un club professionnel de football qui s'y est mis, c'est le club de Bastia l'année dernière. C'est le premier club de foot professionnel qui s'y est mis en SIC. Je pense que ça va faire des petits dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et puis il faudrait aussi regarder le statut des fédérations. Je préconise aussi que ce statut évolue de l'association à la SIC, parce qu'aujourd'hui on est dans l'entreprise. On est dans une entreprise évidemment à caractère particulier. C'est pas l'entreprise traditionnelle capitalistique, mais on est dans un système d'entreprise. Tu parlais tout à l'heure de ton expérience dans une grande entreprise du bâtiment qui t'a servi ensuite pour gérer ta fédération. C'est exactement les mêmes réflexes, les mêmes stigmates qu'il faut aussi soigner dans la vie associative sportive. Très bien. Eh bien, écoutez, Bernard, ce sera le mot de la fin pour vous. On sent en tout cas que vous êtes passionné par votre métier et pour défendre l'intérêt des sportifs que vous couvez comme un papa poule, on le sent. C'est pas un métier, c'est une passion. C'est beau ce que vous dites. Moi, je dis, on est made for sharing, je pense. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Skander, pour vos éclairages, en tout cas de la partie beaucoup plus étatique de cette vision du sport. Merci, Isaline. Bon match, j'ai envie de vous souhaiter. Et puis merci à vous, Bernard, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, toujours aussi passionnée et passionnante. Bye.